Bonjour, je suis avec Olivier Pierre Fédérici, le fondateur du Tactical SOG, un système de self-défense basé sur un système de corps à corps militaire et du SILAT malaisien. Olivier, peux-tu nous dire quelle est l'origine de ce système, comment tu l'as fondé, comment tu l'as développé? Bonjour Ronan et bonjour à tous. Donc le système Tactical SOG est basé sur le close combat militaire, le vieux concept français qui était le CAC, corps à corps, qui ne s'enseigne plus aujourd'hui, qui est remplacé par le TIOR, et par le SILAT malais que j'ai représenté en France et en Europe, le système SILAT Senigayung Malaysia du maître Mufti Bin Ansari, qui est venu en France quelques années, à la fin des années 80. Donc j'ai fait cette synthèse, parce que je pense qu'il fallait ajouter quelque chose au close combat pur militaire, et enlever certaines choses au SILAT malais. Donc j'ai fait cette synthèse qui donne le tactical. Voilà. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans ton système, alors comme tu dis, c'est basé sur le corps à corps, c'est basé aussi sur le SILAT. Ouais. Qu'est-ce que tu as récupéré du SILAT et qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a plu dans le SILAT plus spécifiquement et que tu as pu intégrer après dans ton système? Bonne question. Moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est le côté de la triangulation, ne pas rester dans l'axe, comme tu le sais. On sort toujours, ce que nous on appelle 11h, 13h, ne jamais rester dans le tunnel. Et ensuite, la fluidité. On l'a vu aujourd'hui avec ton groupe, que les gars sont fluides. Quand on est fluide, tout passe mieux. Et l'efficacité des coups, c'est comme en boxe, si on est fluide, les coups, l'efficacité. Il y a le nombre de chocs qui pénètrent. Ce que faisait Mohamed Ali, pour ça. Tant que c'est un mec, il n'était pas hyper balèze pour la catégorie, mais quand il frappait, boum, c'était relâché, boum, c'était le chaos. Donc c'est ça. Donc pour en revenir à ta question, ce que j'ai vraiment pris du SILAT, plus que les techniques, c'est la triangulation et la fluidité. Alors c'est temps parce que pourtant, dans ton approche, moi je vois beaucoup d'autres éléments conceptuels, parce que pour moi le SILAT c'est plus, en tout cas dans la façon dont nous, dans notre école, on le pratique, c'est plus des concepts d'efficience que des techniques. C'est-à-dire ça va être les frappes en rafale, en multiniveau, hors du champ de vision, dans les points les plus sensibles possibles, et tous ces éléments-là, on les retrouve dans ton système. C'est pour ça que je t'ai fait venir d'Argentine en l'occurrence, parce que tu maintenant t'habites là-bas, tu entraînes beaucoup de forces spéciales, de forces de la police sur place. Et même du coup, si tu as été influencé aussi par d'autres styles, par d'autres pratiques, il y a beaucoup de concepts d'efficience qu'on retrouve dans le SILAT et qu'on pratique également chez nous. Comme quoi, quand on recherche l'efficacité, à bout d'un moment, c'est une pyramide. Et les concepts, en fait, on les retrouve. Dans ton approche, il y a bien sûr la partie technique, avec très peu de techniques, mais qu'on répète beaucoup. Je dis souvent, il faudrait pratiquer 10 techniques et les répéter 1 million de fois, et non pas avoir 1 million de techniques qu'on répète 10 fois. Je suis complètement en phase avec ça. Derrière, tu as également la partie de conditionnement physique. On voit, tu es super affûté. Et puis, tu as aussi le conditionnement mental, la préparation mentale, avec une approche qui est très très différente de ce qu'on voit notamment chez les Asiatiques. On est plus dans le fait d'être zen, et puis du coup, derrière, d'avoir le lien corps-esprit, et puis derrière, on intervient dans les techniques des arts martiaux, notamment japonais. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler de la partie conditionnement physique? Comment tu fais toi-même pour t'entretenir physiquement? Et comment tu fais avec tes élèves également, et comment tu appréhendes ce sujet-là lors des stages? C'est très simple, là on a repris l'apport du militaire. Le militaire, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il fait des tractions, il fait des pompes. Bon, moi j'essaie de faire pareil. On entraîne 2 à 3 fois par semaine, selon les saisons ou mes possibilités, pas plus. Il faut laisser le corps se reposer aussi, donc un jour sur 2 en général, 2-3 fois par semaine. Donc on part par exemple sur un 5000 mètres, que tu cours 5 minutes le kilomètre par exemple. Ensuite on enchaîne, j'arrive, j'enchaîne tout de suite sans beaucoup de repos, temps de repos, de récupération. Sur une série maxi par exemple, un jour je vais faire une série maxi de pompe, une série maxi de traction. Une série maxi, c'est que tu vas jusqu'à l'échec. Exactement. Alors après, comme nous... C'est ce qu'on fait également chez nous. Voilà. Alors nous, au lieu de mettre un gilet, une surcharge, puisqu'en courant c'est pas facile, donc je vais chercher la difficulté en faisant une pompe. Par exemple, je vais mettre les pieds surélevés contre un mur, sur un banc, ou les mains surélevées, ou en diamant. Les tractions c'est pareil, il y a tous les angles, tu peux faire les trucs que tout le monde connaît, quoi. Mais c'est ça, c'est en temps de repos. Ça simule un peu le stress du combat, je trouve que c'est intéressant et j'ai eu de bons résultats avec mes élèves, donc je continue là-dedans. Sur la partie préparation mentale, conditionnement mental, on sait on peut avoir la meilleure technique du monde, on peut être champion du monde face à son cercle de frappe, c'est pas dur. Par contre, si on est paralysé par la peur le jour du combat, ça n'ira pas à grand chose. Donc la préparation mentale, qu'on travaille également chez nous, à la gestion de la peur, c'est l'élément essentiel. La seule certitude du combat, c'est l'incertitude. La première, c'est comment je vais réagir face à la peur. Comment tu appréhendes ce sujet justement de la préparation mentale? Donc très vite, on met l'élève, la force du close combat, c'est ça, c'est le travail sous stress. C'est-à-dire tu le fais
tu le mets dans une situation de stress très rapidement. Même un débutant, on le met dans une situation de stress. On n'attend pas 3-4 mois pour le mettre. C'est-à-dire, ça peut être ce qu'on appelle l'exercice qu'on a fait chez toi à la fin du stage, c'est-à-dire cette de la mort, tu le mets au milieu, il est entouré d'ennemis, hein, ou on va dire de méchants pour la plupart des gens. Et là, c'est des attaques multiples, on l'amène au sol, tu le frappes au sol, il se relève, il y a une attaque de couteau, bâton. Donc il est perturbé en permanence, ce qui est important. Et c'est là que tu vois que, en fait, il ne faut pas 1 million de techniques pour pouvoir survivre. C'est là que ce que vous appelez vous le reptilien, c'est-à-dire ce qui va sortir, c'est le plus facile. Les techniques compliquées, complexes ne fonctionneront pas. Alors ça c'était vraiment intéressant pendant le stage, j'ai beaucoup aimé cet exercice. Effectivement, on va bien le récupérer chez nous. Nous on fait ce qu'on appelle le bocal. Le bocal, c'est on se met dans une salle complètement noire, il y a des gens qui voient absolument rien, et puis il y a des gentils et puis il y a des méchants. Les gentils ils passent devant toi, ils font une petite caresse, et puis les méchants ils te font une vraie torgnole. Paf, une torgnole, un gros coup de poing, etc. Et tu te rends compte que ce qui est extrêmement stressant, c'est de ne pas savoir quand ça va venir. C'est-à-dire qu'au début, on est tous très rapprochés. Et en fait, on se rend compte les torgnoles. Et comme on sait que ça arrive toutes les 2 secondes, et ben en fait, tu t'es habitué. Et après, on s'espace dans la salle. Et ça arrive toutes les 30 secondes ou bien toutes les 2 minutes. Et le moment d'attente, c'est là où on a tendance à se crisper. Et on sait que si on est crispé, c'est là où c'est cassant. Un corps rigide, c'est un corps cassant. Et du coup, il faut apprendre à se relâcher, à souffler, etc. pour avoir un corps résilient, un peu comme du coton qui va absorber. Et c'est marrant, ça m'a fait écho, ton travail m'a fait écho, que c'est 2 manières différentes, ou en tout cas complémentaires, de travailler ce travail sous stress. Alors nous on fait également du travail, on va mettre les gants, on va faire des combats de boxe. Il faut être bien que la boxe, c'est pas le combat réel. Il n'empêche que le coup d'œil, le timing, on se prend des coups dans la gueule, et ben c'est pas agréable. Donc on a différents exercices pour travailler ce volet-là. Sur la partie technique, tu as souvent un langage qui est très militaire. Tu vas parler d'ennemis, tu vas parler d'artillerie, infanterie, cavalerie, double frappe, comme quand on tire. Double tape, ouais. Ces concepts sont intéressants. Est-ce que d'un premier temps, tu peux nous parler de ce concept où tu parles d'ennemis, tu ne parles pas d'adversaire? C'est assez étonnant parce que souvent on parle vraiment d'adversaire et parfois même de partenaire. Pourtant face à un agresseur, c'est pas un partenaire. Enfin, le mec il n'est pas vous. Enfin, si je vais vous embarrasser, c'est que vous êtes une femme et que c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez, en tout cas a priori. Ce concept d'ennemi, est-ce que tu peux nous le présenter davantage? Je sens que c'est très militaire. Comment tu l'intègres dans une partie self-défense civile avec un cadre légal qui est celui de la self-défense civile, sachant qu'encore une fois, en self-défense civile, on ne peut pas tuer quelqu'un parce que déjà moralement, il y a des questions qui vont se poser, et puis après on finit sa vie. Tout à fait. Ouais. Développe déjà, il faut être. Moi, je suis assez pragmatique de nature, donc j'essaie de transmettre ça. Il faut préparer, comme je te dis, comme j'ai pas beaucoup de temps, à différents des principaux systèmes, comme peut être le silat, le karaté, le taijitsu, le jujitsu, former des gens très vite. Donc très vite, comme je t'ai parlé du travail sous stress ou physique, mental, il faut les préparer justement à accepter le fait que ils sont victimes. Et il faut inverser ce système. Donc il y a un vocabulaire spécial. On parle pas d'ennemis, parce qu'on parle d'ennemis, pardon, et pas d'adversaire. L'adversaire, c'est sportif. Hein. C'est je touche, j'ai marqué un point. Non, dans la rue, c'est pas ça. Je salue, on salue pas un mec, on va frapper 2 minutes après. Donc tout ça, c'est un rituel qui est respectable, hein, mais qui existe dans les arts martiaux. Faut pas oublier non plus que les vrais arts martiaux, à l'origine, c'était pour faire mal. C'était pas pour où je marque un point et c'était pas compétitif. Nous, le style qu'on pratique, c'était un style qui était pratiqué par les commandos sud, hein, enfin tout le monde dans les guerres coloniales. Les Indonésiens étaient des petits gabarits face aux Hollandais qui étaient des mastodons. Ouais. Enfin, voilà. Et ils se sont bien rendus compte que c'est pas un petit coup de poing en bidon qui va sécher un mec. Avec l'adrénaline, le stress du combat, donc effectivement c'est le mythe, ça arracher le rêve, enfin, voilà, c'est très violent. Les gens disent mais votre truc c'est un truc de barbare, non, c'est pragmatique, c'est un principe de réalisme. Vous êtes un tout petit gabarit face à un géant, c'est pas un coup de poing ou un petit coup de pied qui va sécher quelqu'un, donc effectivement ce principe, les gens diront c'est sauvage, c'est la survie. Mais c'est de la survie parce que c'est la seule possibilité. Quand on va arracher une oreille, mais qu'il fasse 2 mètres, 1 mètre 70, c'est du cartilage, ça va sauter. Quand on va arracher la lèvre, le nœud de la lèvre, c'est le même pour tout le monde, quoi. Donc ça c'est intéressant. Donc je suis bien en phase avec ça. Alors après c'est vrai que nous on va souvent s'entraîner en kimono, chez toi c'est pas le cas. On commence souvent le cours par un salut, on finit par un salut. Alors nous je dirais pourquoi on le fait, c'est parce qu'on part du principe que même si la méthode et le style a été modernisé et réadapté au contexte occidental contemporain, c'est-à-dire que pour nous c'est pas les formes de corps qui comptent, c'est les concepts d'efficience qui sont derrière. Les frappes en rafale dans les points buteurs, les champs de vision, etc. Le fait de coller, adhérer, la triangulation comme tu l'expliquais, etc. C'était modernisé, adapté au contexte, et pour nous, c'est respecter le style de faire ça. C'est pas respecter le style que de figer un moment de l'histoire. Respecter le style, c'est respecter ces concepts d'efficience. Donc on est en phase par rapport à ça. Maintenant, on a conscience qu'on s'inscrit aussi dans une histoire, et du coup, on commence par un salut, on finit par un salut, pour dire voilà, on s'inscrit néanmoins dans une tradition, et c'est aussi une manière de se dire quand le cours commence,
tous mes problèmes perso, familiaux, etc., on les laisse de côté. On est là pour s'entraîner. Et quand après on finit par le salut à la fin du cours, bah à nouveau on peut repenser à ces problèmes, on n'a plus rien à foutre. Mais pendant les 2 saluts, on est focus, concentré sur le cours. Voilà, c'est juste pour rebondir par rapport aux éléments que tu mentionnais. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi. J'étais heureux en tout cas de notre échange. D'une part, je souscris sur énormément de sujets. Donc Olivier est venu donner un stage chez nous au Cercle Silate Défense à Maison Lafitte. Un stage extrêmement riche, extrêmement dense dans les concepts, dans le travail technique, dans le travail physique. Voilà, c'est encore une fois, j'ai fait venir Olivier, il vient d'Argentine. Qui a une approche extrêmement intéressante, qui est tout à fait cohérente avec ce qu'on peut faire chez nous, parce qu'on est sur les mêmes distances de combat, on est aussi sur la triangulation, et du coup après, les concepts techniques qu'on peut tout à fait intégrer dans notre silate. Comme je disais à l'instant, notre style n'est pas un style fermé, on n'est pas dans un musée. Les agresseurs évoluent, donc nous aussi il faut qu'on se repose des bonnes questions. Et donc dans le volet self-défense de notre pratique, c'est important également qu'on se re-questionne et qu'on prenne des éléments à droite et à gauche. Et donc j'aime bien faire venir des experts qui viennent d'ailleurs, comme Olivier. J'étais vraiment très très heureux de te recevoir pour ce stage. Et merci à toi, et on a pu voir le niveau de tes élèves. Donc s'il y a de bons élèves, comme je dis toujours, il y a un bon prof. Donc continuez. Merci à toi. Merci Olivier.